Le jour où ma belle-mère, Élise, nous a quittés, j'ai senti que ma vie allait prendre un tournant inattendu. C'était un mardi matin pluvieux, et l'appel de l'hôpital avait brisé le silence de notre petit appartement parisien. Ma femme, Claire, effondrée par la nouvelle, s'était précipitée au chevet de sa mère, me laissant seule avec mes pensées et une tasse de café froid. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai observé mon beau-père, Marcel, un homme autrefois jovial et plein de vie, se transformer en l'ombre de lui-même. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, étaient devenus ternes, fixant le vide pendant des heures. Sa silhouette imposante semblait s'être tassée, comme si le poids du chagrin l'écrasait physiquement. C'est lors des funérailles que j'ai pris ma décision. Debout sous un ciel gris, entouré de visages sombres et de murmures de condoléances, j'ai regardé Marcel, seul et perdu devant la tombe de sa femme. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas le laisser affronter ce deuil seul. Le soir même, alors que Claire rangeait machinalement les plats des visiteurs, j'ai abordé le sujet. « Chérie, je pense que ton père a besoin d'aide. Il ne peut pas rester seul dans cette grande maison. » Claire a levé les yeux vers moi, son visage marqué par la fatigue et le chagrin. « Que proposes-tu, Pierre ? Nous ne pouvons pas le forcer à déménager, tu sais à quel point il est attaché à cette maison. » J'ai pris une profonde inspiration. Je pourrais aller vivre avec lui pendant quelque temps. Juste le temps qu'il se remette sur pied. Le silence qui a suivi était lourd de sens. Je savais que ma proposition était audacieuse, peut-être même un peu folle. Après tout, j'avais un travail, nous avions notre vie à Paris. Mais le visage de Claire s'est illuminé d'un faible sourire, le premier depuis des jours. « Tu ferais ça pour lui ? » ?»« Pour nous » a-t-elle murmuré, les yeux brillants de larmes contenues. J'ai hoché la tête, sûr de ma décision. « Bien sûr. C'est ta famille, donc c'est aussi la mienne. » Le lendemain, j'ai pris un congé prolongé à mon travail et j'ai fait mes valises. La maison de Marcel, une vieille bâtisse de pierre dans la campagne normande, m'a accueilli avec le grincement familier de son portail rouillé. Marcel, assis sur le perron, m'a regardé approcher avec un mélange de surprise et de soulagement. « Pierre ? Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé, sa voix rauque de n'avoir pas été utilisée depuis des jours. Je me suis assis à côté de lui, posant ma valise à mes pieds. « Je suis venu vous tenir compagnie, Marcel. Si vous voulez bien de moi, bien sûr. » Il m'a fixé pendant un long moment, ses yeux bleus délavés scrutant mon visage comme s'il cherchait à y déceler une trace de mensonge ou de pitié. Finalement, il a hoché la tête, un geste presque imperceptible. « C'est gentil à toi, mon garçon, a-t-il murmuré, avant de se lever péniblement et de rentrer dans la maison. Les premiers jours ont été difficiles. Marcel passait la plupart de son temps enfermé dans sa chambre, ne sortant que pour grignoter quelque chose ou aller aux toilettes. J'ai pris sur moi de remettre de l'ordre dans la maison, qui portait les marques évidentes de la négligence. J'ai nettoyé, dépoussiéré, aéré les pièces qui sentaient le renfermer. Petit à petit, j'ai établi une routine. Le matin, je préparais le petit déjeuner, laissant l'odeur du café et des toasts grillés envahir la maison. Parfois, cela suffisait à faire sortir Marcel de sa chambre. Nous mangions en silence, mais sa présence était déjà un progrès. Les après-midi, je m'occupais du jardin qu'Élise avait tant aimé. C'était un travail physique qui me permettait de me vider la tête, et je trouvais une certaine paix dans le fait de prendre soin de ce qu'elle avait chéri. Un jour, alors que j'arrachais des mauvaises herbes, j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir. Marcel est sorti, hésitant, et s'est approché de moi. « Tu t'y prends mal » a-t-il dit, sa voix encore rauque mais avec une pointe d'amusement. Élise disait toujours qu'il fallait les tirer doucement pour ne pas abîmer les racines des autres plantes. C'était la première fois qu'il mentionnait sa femme sans que sa voix ne se brise. J'ai souri et lui ai tendu les gants de jardinage. « Montrez-moi comment faire, alors. » À partir de ce jour, nos après-midi au jardin sont devenus un rituel. Marcel retrouvait peu à peu sa passion pour le jardinage, et je l'écoutais me raconter des anecdotes sur Élise et leur vie ensemble. Ces moments étaient précieux, comme si le jardin était devenu un sanctuaire où le chagrin pouvait s'exprimer sans nous submerger. Les semaines ont passé, et j'ai vu Marcel reprendre vie petit à petit. Il se levait plus tôt, prenait soin de son apparence, et même si la tristesse ne quittait jamais vraiment ses yeux,
il y avait des moments où je voyais l'homme qu'il était avant la perte de sa femme. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse, profitant de la douceur de l'été, Marcel m'a regardé avec une intensité qui m'a surpris. « Pierre, a-t-il dit, je ne t'ai jamais remercié pour ce que tu fais. Je sais que ce n'est pas facile de supporter un vieux bonhomme grincheux comme moi. » J'ai secoué la tête, gêné par sa gratitude. « Vous n'avez pas à me remercier, Marcel. C'est normal. » Il a posé sa main sur mon bras, un geste affectueux qui m'a ému plus que je ne voulais l'admettre. « Non, ce n'est pas normal. Tu as mis ta vie entre parenthèses pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais traversé tout ça sans toi. » Ce moment a marqué un tournant dans notre relation. Marcel s'est ouvert davantage, partageant ses craintes, ses regrets, mais aussi ses bons souvenirs. Nous avons ri ensemble en regardant de vieux albums photos, et pleuré aussi, quand le manque d'Élise se faisait trop pesant. Cependant, au fil des jours, j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de Marcel. Parfois, je le surprenais à me regarder avec une expression étrange, mélange de gratitude et de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Il devenait plus distant par moments, se retirant dans sa chambre pendant de longues heures sans explication. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu Marcel au téléphone dans son bureau. Sa voix était basse, comme s'il ne voulait pas que je l'entende. « Oui, il est toujours là. »« Non, je ne sais pas combien de temps encore. »« Je sais, mais que veux-tu que je fasse ?» Quand il est sorti du bureau, son visage était fermé, préoccupé. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu, mais un sentiment de malaise s'est installé en moi. Quelque chose avait changé, et je ne savais pas quoi. Les jours suivants, j'ai essayé de dissiper cette tension que je sentais monter. J'ai redoublé d'efforts pour rendre la maison accueillante, préparant les plats préférés de Marcel, essayant de l'engager dans des conversations sur des sujets qu'il aimait. Mais malgré mes efforts, je sentais qu'il se renfermait de plus en plus. Un matin, alors que je descendais pour préparer le petit déjeuner, j'ai trouvé Marcel déjà attablé, une tasse de café devant lui. Son regard était distant, presque froid. « Bonjour Marcel, ai-je dit, essayant d'injecter de la gaieté dans ma voix. Bien dormi ? » Il a grogné une réponse inintelligible, fixant sa tasse comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'ai commencé à préparer des œufs, tentant de combler le silence pesant par le bruit familier de la cuisine. « Pierre, a-t-il finalement dit, sa voix si basse que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Ne penses-tu pas qu'il serait temps pour toi de rentrer chez toi ? » Sa question m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis retournée, la spatule encore à la main, cherchant ses yeux. Mais il évitait mon regard, fixant obstinément sa tasse de café. Je pensais que ma présence vous aidait, ai-je balbutié, pris au dépourvu. Ai-je fait quelque chose de mal ? Marcel a soupiré profondément, passant une main fatiguée sur son visage. Non, tu n'as rien fait de mal. C'est juste que, j'ai besoin d'espace. De retrouver mon indépendance. J'ai senti mon cœur se serrer. Avais-je mal interprété la situation ? Avais-je imposé ma présence plus longtemps que nécessaire ? Les questions tourbillonnaient dans ma tête, mais je me suis efforcée de garder une voix calme. Je comprends, Marcel. Si c'est ce que vous voulez, je respecterai votre décision. Quand souhaitez-vous que je parte ? Il a levé les yeux vers moi, et j'ai cru y voir une lueur de regret, rapidement remplacée par une détermination que je ne lui connaissais pas. Dès que possible, a-t-il répondu, sa voix soudain ferme. Aujourd'hui, si tu peux. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot de plus. J'ai éteint la cuisinière, laissant les œufs à moitié cuits dans la poêle, et je suis montée faire mes bagages. Chaque objet que je rangeais semblait me narguer, me rappelant les moments partagés, les progrès que nous avions faits ensemble. Comment tout avait-il pu changer si vite ? Quand je suis redescendue avec ma valise, Marcel était toujours à la même place, comme s'il n'avait pas bougé. Je me suis arrêtée devant lui, cherchant les mots justes pour dire au revoir. Marcel, Merci pour tout, Pierre, m'a-t-il coupé, sa voix étrangement détachée. Tu as été d'une grande aide. Vraiment. J'ai acquiescé, la gorge serrée. Prenez soin de vous, Marcel. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas répondu,
se contentant d'un hochement de tête presque imperceptible. J'ai jeté un dernier regard à la cuisine, au jardin visible par la fenêtre, à cet homme que j'avais appris à connaître et à apprécier comme un père. Puis, le cœur lourd, j'ai franchi le seuil de la maison. Alors que je chargeais ma valise dans la voiture, j'ai entendu le verrou de la porte d'entrée se fermer derrière moi. Ce simple clic m'a semblé plus définitif que n'importe quel au revoir. J'ai démarré la voiture, jetant un dernier coup d'œil à la maison dans le rétroviseur. Marcel était à la fenêtre, me regardant partir. Son expression était indéchiffrable. Sur le chemin du retour vers Paris, 1000 questions tournaient dans ma tête. Qu'est-ce qui avait changé ? Avais-je fait quelque chose de mal ? Comment allais-je expliquer cela à Claire ? Et surtout, comment Marcel allait-il s'en sortir seul ? Je ne le savais pas encore, mais ce départ précipité n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser nos vies à tous. Les semaines qui ont suivi mon départ précipité de la maison de Marcel ont été étranges et inconfortables. De retour à Paris, j'ai dû faire face aux questions de Claire, qui ne comprenait pas ce changement soudain. J'ai essayé de lui expliquer la situation du mieux que je pouvais, mais je sentais bien que mes explications sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Je ne comprends pas, répétait Claire, assise sur notre canapé, les mains crispées sur une tasse de thé. Papa semblait aller tellement mieux. Pourquoi t'aurait-il demandé de partir comme ça ? J'ai soupiré, passant une main fatiguée dans mes cheveux. Je ne sais pas, chérie. Il a dit qu'il avait besoin d'espace, de retrouver son indépendance. Peut-être que ma présence lui rappelait trop l'absence de ta mère. Claire a secoué la tête, incrédule. Ça n'a pas de sens. Il faut que j'aille le voir. J'ai acquiescé, sachant qu'il était inutile d'essayer de l'en dissuader. Pendant que Claire préparait sa visite, j'ai repris le travail, essayant de me replonger dans ma routine d'avant. Mais mes pensées revenaient sans cesse vers Marcel et cette maison normande que j'avais quittée si brusquement. Quelques jours plus tard, Claire est revenue de sa visite, l'air préoccupé et confus. Alors, ai-je demandé, anxieux d'avoir des nouvelles. Elle s'est assise lourdement sur une chaise de la cuisine. C'était étrange. Papa était là, mais il semblait distant. Comme s'il cachait quelque chose. Et puis, elle a hésité, et j'ai senti mon cœur se serrer. Et puis quoi ? François était là, a-t-elle lâché. François. Le nom de mon beau-frère a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. François, qui n'avait pratiquement jamais mis les pieds chez ses parents depuis des années, était soudainement présent ? Comment ça, François était là, ai-je demandé, incrédule. Claire a haussé les épaules, l'air aussi perplexe que moi. Il a dit qu'il était venu passer quelques jours avec papa, pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle situation. C'est comme ça qu'il l'a formulé. J'ai froncé les sourcils. François n'avait jamais été proche de ses parents, préférant sa vie parisienne et ses ambitions professionnelles à la vie de famille. Le voir soudainement jouer les fils dévoués était pour le moins surprenant. Et comment était l'ambiance, ai-je demandé, sentant qu'il y avait plus à cette histoire. Claire a hésité avant de répondre. Tendu. Papa semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait pas comment se comporter. Et François, il était étrangement autoritaire. Il répondait souvent à la place de papa, ou lui coupait la parole. Cette révélation m'a laissé perplexe et inquiet. Que se passait-il vraiment dans cette maison ? Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre contact avec Marcel. Mes appels restaient sans réponse, mes messages semblaient être ignorés. Quand finalement j'ai réussi à l'avoir au téléphone, notre conversation a été brève et superficielle. Tout va bien, Pierre, m'a-t-il assuré d'une voix qui manquait de conviction. François m'aide beaucoup. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais je m'inquiétais. Et mon inquiétude n'a fait que croître quand, une semaine plus tard, Claire est rentrée d'une visite impromptue, le visage pâle et les yeux rougis. Pierre, a-t-elle dit dès qu'elle a franchi le seuil de notre appartement, il se passe quelque chose de bizarre chez papa. Je l'ai fait asseoir et lui ai servi un verre d'eau. Raconte-moi. J'ai décidé de passer à l'improviste, a-t-elle commencé. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des voix qui se disputaient à l'intérieur. C'était papa et François. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai clairement entendu François dire « Tu ne peux pas lui faire confiance, il n'en veut qu'à ton argent ».
Mon cœur a fait un bond. De qui parlait-il? Claire m'a regardé droit dans les yeux. Je crois qu'il parlait de toi, Pierre. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Moi? En vouloir à l'argent de Marcel? C'était absurde. J'ai passé des mois à m'occuper de lui sans jamais rien demander en retour. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ai-je demandé, la gorge serrée. J'ai sonné à la porte, a poursuivi Claire. Il y a eu un long silence, puis François est venu ouvrir. Il avait l'air surpris, contrarié de me voir. Papa est apparu derrière lui, l'air fatigué et nerveux. Quand j'ai demandé si tout allait bien, ils ont tous les deux affirmé que oui, qu'ils discutaient simplement des finances de papa. J'ai secoué la tête, incrédule. Des finances? Depuis quand François s'intéresse-t-il aux finances de ton père? Claire a haussé les épaules, l'air tout aussi perplexe que moi. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai voulu parler à papa seul à seul, François a insisté pour rester. Il ne nous a pas quittés d'une semelle pendant toute ma visite. Cette révélation m'a glacé le sang. Il était clair que quelque chose ne tournait pas rond. François, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le bien-être de ses parents, semblait soudain omniprésent et contrôlant. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de questionnements. Claire et moi avons longuement discuté de la situation, essayant de comprendre ce qui se passait réellement. Nous avons tenté à plusieurs reprises de contacter Marcel, mais nos appels restaient soit sans réponse, soit étaient interceptés par François. Un soir, alors que nous étions en train de dîner, le téléphone a sonné. C'était la voisine de Marcel, Madame Dupont, une femme âgée qui avait toujours eu un œil bienveillant sur la famille. « Claire, ma petite, a-t-elle dit d'une voix inquiète, je ne sais pas si je devrais me mêler de ça, mais je suis inquiète pour votre père. Il y a beaucoup d'allées et venues chez lui ces derniers temps. Des hommes en costume que je n'avais jamais vus avant. Et votre frère, il semble toujours pressé, stressé. Votre père ne sort presque plus. » Cette conversation n'a fait qu'accroître notre inquiétude. Que se tramait-il dans cette maison? Pourquoi ces hommes en costume? Et pourquoi Marcel semblait-il si reclus? Déterminée à avoir des réponses, j'ai décidé de retourner à la maison de Marcel, avec ou sans invitation. Claire, bien que réticente au début, a fini par accepter de m'accompagner. Le trajet jusqu'à la Normandie s'est fait dans un silence tendu. Chacun de nous était perdu dans ses pensées, imaginant les scénarios les plus sombres. Quand nous sommes arrivés devant la maison, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose avait changé. Le jardin, que j'avais si soigneusement entretenu pendant des mois, était à l'abandon. Les volets étaient fermés, donnant à la maison un air triste et inhabité. Nous avons sonné à la porte, attendant avec appréhension. Après ce qui nous a semblé une éternité, nous avons entendu des pas à l'intérieur. La porte s'est entr'ouverte, révélant le visage de François. « Qu'est-ce que vous faites là ?» a-t-il demandé, visiblement contrarié par notre présence. « Nous sommes venus voir papa », a répondu Claire d'une voix ferme. « Où est-il » François a jeté un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule avant de reporter son attention sur nous. « Ce n'est pas le bon moment. Papa se repose. Revenez un autre jour. » J'ai senti la colère monter en moi. « François, nous n'allons pas partir sans avoir vu Marcel. Laisse-nous entrer. » Il y a eu un moment de tension, où j'ai cru que François allait nous claquer la porte au nez. Mais soudain, nous avons entendu la voix de Marcel venant de l'intérieur de la maison. « Qui est-ce, François ?» Le visage de François s'est crispé. Il a ouvert la porte à contre-serrure, nous laissant entrer. L'intérieur de la maison était sombre, les rideaux tirés. Marcel était assis dans son fauteuil, l'air fatigué et plus vieux que dans mes souvenirs. « Claire ? Pierre, a-t-il dit, surpris de nous voir. Que faites-vous ici ? » Claire s'est précipitée vers son père, l'enlaçant. « Papa, nous étions inquiets. Tu ne répondais plus à nos appels. » Marcel a jeté un regard incertain vers François, qui se tenait en retrait, les bras croisés. « J'ai été occupé, a-t-il marmotté. François m'aide à mettre de l'ordre dans mes affaires. » J'ai regardé autour de moi, notant les piles de papier sur la table basse, les dossiers éparpillés. « Quel genre d'affaires ?» ai-je demandé, suspicieux.
François a fait un pas en avant, comme pour s'interposer. Ça ne vous regarde pas, a-t-il dit sèchement. Ce sont les affaires de papa, et je l'aide à les gérer. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Je pouvais sentir la tension, les non-dits qui flottaient dans l'air. Marcel semblait mal à l'aise, évitant notre regard. Papa, a dit doucement Claire, est-ce que tout va bien? Tu sais que tu peux nous parler si quelque chose ne va pas. Marcel a ouvert la bouche pour répondre, mais François l'a devancé. Tout va très bien, a-t-il affirmé d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Papa a juste besoin de tranquillité pour se remettre. Votre présence le perturbe. J'ai senti la moutarde me monter au nez. Laisse-le parler, François, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Marcel est capable de s'exprimer tout seul. François m'a lancé un regard noir. Je te rappelle que c'est mon père, pas le tien. Tu n'as rien à faire ici. La tension a continué de monter, les voix se sont élevées. Claire essayait de calmer le jeu, mais François et moi étions lancés dans une confrontation verbale de plus en plus houleuse. C'est alors que Marcel s'est levé brusquement de son fauteuil. Ça suffit, a-t-il crié, sa voix tremblante mais ferme. Arrêtez de vous disputer comme si je n'étais pas là. Le silence est retombé dans la pièce, tous les regards tournés vers Marcel. Il semblait soudain plus grand, plus présent, comme si une étincelle de l'homme qu'il était avant la mort d'Élise s'était rallumée. Je suis fatigué de tout ça, a-t-il poursuivi. Fatigué des secrets, des chuchotements, des regards en coin. François, je t'ai demandé de m'aider, pas de prendre le contrôle de ma vie. Et Pierre, Claire, je suis désolé de vous avoir tenu à l'écart. J'ai des problèmes que je ne savais pas comment gérer. François a fait un geste pour l'interrompre, mais Marcel l'a arrêté d'un regard. Non, François. Ça suffit. Ils ont le droit de savoir. Marcel s'est rassis lourdement dans son fauteuil, nous invitant d'un geste à nous asseoir aussi. Et là, dans le salon plongé dans la pénombre, il a commencé à nous raconter une histoire qui allait changer notre perception de tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Le silence qui régnait dans le salon de Marcel était lourd de tension et d'anticipation. Claire, François, et moi-même étions suspendus aux lèvres de Marcel, attendant qu'il nous révèle ce qui le tourmentait depuis si longtemps. Marcel prit une profonde inspiration, ses mains ridées tremblant légèrement alors qu'il commençait son récit. Tout a commencé peu après le départ de Pierre, dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je me sentais seul, perdu sans Élise, et coupable d'avoir renvoyé Pierre si brusquement. Un jour, en rangeant de vieux papiers dans le bureau, j'ai trouvé une lettre. Marcel s'interrompit, ses yeux se perdant dans le vague comme s'il revivait ce moment. Une lettre d'une banque. Elle parlait d'un prêt important que j'avais complètement oublié. Un prêt que j'avais contracté il y a des années pour aider un vieil ami à démarrer son entreprise. Cet ami, il n'a jamais pu rembourser, et l'entreprise a fait faillite. Je sentis mon cœur se serrer. Je commençais à comprendre pourquoi Marcel avait semblé si préoccupé ces derniers temps. La banque réclamait le remboursement intégral, poursuivit Marcel, sa voix se brisant légèrement. Avec les intérêts accumulés, la somme était astronomique. Bien plus que ce que je pouvais rembourser avec ma retraite. Claire laissa échapper un petit cri de surprise. Mais papa, pourquoi ne nous en as-tu pas parlé? Marcel secoua tristement la tête. J'avais honte, ma chérie. Honte d'avoir été si négligent, d'avoir oublié cette dette. Et puis, je ne voulais pas vous inquiéter. Vous aviez déjà tant fait pour moi après la mort de votre mère. Je me souvins alors des moments où j'avais surpris Marcel au téléphone, parlant à voix basse. Tout prenait soudain un sens différent. C'est à ce moment-là que j'ai appelé François, continua Marcel, jetant un regard vers son fils. Je pensais qu'avec son expérience en finance, il pourrait m'aider à trouver une solution. François, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. J'ai essayé de négocier avec la banque, de trouver un arrangement. Mais ils étaient inflexibles. Ils menaçaient même de saisir la maison. Je sentis la colère monter en moi. Et c'est pour ça que tu m'as fait partir, Marcel? Parce que tu pensais que je ne pourrais pas comprendre ou aider? Marcel baissa les yeux, honteux. Je ne savais plus quoi penser, Pierre. J'étais perdu, effrayé.
François m'a dit que... Je lui ai dit qu'il valait mieux gérer ça en famille, l'interrompit François, son ton défensif. Que des étrangers ne devraient pas être mêlés à nos problèmes financiers. Je serrai les poings, blessé par ces mots. Après tout ce temps passé à prendre soin de Marcel, j'étais toujours considéré comme un étranger ? Claire, sentant la tension monter, intervint. Ce qui compte maintenant, c'est de trouver une solution. Papa, as-tu exploré toutes les options ? Marcel hocha la tête, l'air abattu. François a contacté plusieurs banques, mais avec ma situation, personne ne veut m'accorder un nouveau prêt pour rembourser l'ancien. C'est alors que je me souvins de quelque chose. Un détail qui m'avait échappé jusqu'à présent, mais qui prenait soudain tout son sens. Marcel, dis-je lentement, quand j'étais ici, je faisais le ménage dans votre chambre. Un jour, j'ai trouvé des documents financiers cachés dans un tiroir. Je n'ai pas vraiment regardé en détail à l'époque, mais, est-ce que c'était lié à ce prêt ? Le visage de Marcel s'illumina soudain d'une lueur d'espoir. Des documents ? Quels documents ? Je fermai les yeux, essayant de me rappeler. Il y avait des relevés bancaires, des contrats. Je me souviens d'avoir vu le logo d'une banque sur certains papiers. Marcel se leva brusquement, une énergie nouvelle semblant l'animer. Je dois les retrouver. Ils pourraient contenir des informations importantes. Nous nous sommes tous mis à chercher, fouillant tiroirs et armoires. La maison, qui semblait si morne quelques instants plus tôt, bourdonnait maintenant d'une activité frénétique. Après ce qui nous sembla des heures, ce fut Claire qui poussa un cri de triomphe. « Je les ai trouvés !» s'exclama-t-elle, brandissant une liasse de papier jauni par le temps. Nous nous sommes tous rassemblés autour de la table de la salle à manger, étalant les documents devant nous. François, avec son expertise en finance, prit naturellement la tête des opérations, examinant chaque page avec attention. Au fur et à mesure qu'il parcourait les documents, son expression passa de la concentration à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « C'est incroyable » murmura-t-il. « Papa, tu te souviens de cette clause dans le contrat de prêt ?» Marcel secoua la tête, confus. François pointa du doigt un paragraphe en particulier. « Regarde, il est stipulé ici que si l'entreprise pour laquelle tu as contracté le prêt faisait faillite dans les 10 ans suivant la signature, tu pouvais bénéficier d'une remise partielle de la dette. » Claire se pencha pour mieux voir. « Mais, l'entreprise a bien fait faillite dans ce délai, non ?» Marcel acquiesça lentement, la compréhension se lisant sur son visage. « Oui, c'était, 8 ans après, je crois. » Je sentis l'excitation monter en moi. « Cela signifie que la banque n'a pas le droit de réclamer le montant total ?» François hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Exactement. Selon cette clause, la dette devrait être réduite de moitié. La banque a dû oublier ce petit détail quand ils ont repris contact avec papa. L'atmosphère dans la pièce changea du tout au tout. L'espoir remplaçait la tension, la possibilité d'une solution se dessinait enfin. Mais pourquoi la banque n'a-t-elle pas appliqué cette clause ? Demanda Claire, perplexe. François haussa les épaules. Soit ils l'ont oublié, soit ils espéraient que papa ne s'en souviendrait pas. Dans tous les cas, nous avons maintenant un argument solide pour négocier. Marcel, qui était resté silencieux, prit soudain la parole. Je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps, la solution était là, sous nos yeux. Je posai une main réconfortante sur son épaule. L'important, c'est que nous l'ayons trouvée maintenant, Marcel. François se leva, une nouvelle détermination dans le regard. Je vais contacter la banque dès demain matin. Avec ces documents, nous avons de quoi les faire plier. Alors que l'euphorie de la découverte commençait à retomber, je ne pus m'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Les malentendus, les non-dits, la méfiance qui s'était installée entre nous. Marcel, dis-je doucement, pourquoi ne pas m'en avoir parlé quand j'étais ici ? J'aurais pu vous aider à chercher ces documents plus tôt. Le vieil homme baissa les yeux, l'air profondément honteux. J'avais peur, Pierre. Peur que tu me juges, que tu penses que j'étais un vieil homme irresponsable. Et puis, François m'a dit. François l'interrompit, la gêne se lisant sur son visage. C'est ma faute. J'ai dit à papa qu'il valait mieux garder ça entre nous.
Je pensais que moins de personnes seraient au courant, mieux ce serait. Je sentis la colère monter en moi, mais je m'efforçai de la contenir. François, j'ai passé des mois ici, à prendre soin de ton père. Comment as-tu pu penser que je n'étais pas digne de confiance? Claire intervint, sa voix douce mais ferme. Ce qui est fait. L'important maintenant, c'est que nous soyons tous réunis et que nous ayons trouvé une solution. Marcel hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Pierre. J'aurais dû avoir confiance en toi. Tu as été plus qu'un gendre pour moi, tu as été un fils. Ces mots me touchèrent profondément. Malgré la douleur et la confusion des derniers mois, je sentis que le lien que j'avais créé avec Marcel était toujours là, peut-être même plus fort qu'avant. François, qui semblait lutter contre ses propres émotions, prit la parole. Je dois aussi m'excuser, Pierre. J'ai mal jugé la situation. J'étais jaloux, je suppose. Jaloux de la relation que tu avais développée avec papa, alors que moi, son propre fils, j'avais toujours gardé mes distances. Cette admission me prit par surprise. Je n'avais jamais vraiment compris la dynamique entre François et son père, mais cette révélation jetait une nouvelle lumière sur son comportement. L'important, dis-je après un moment de réflexion, c'est que nous soyons tous là maintenant, prêts à affronter ce problème ensemble. Claire acquiesça, un sourire aux lèvres. Une famille unie est plus forte que tous les problèmes du monde. Marcel nous regarda tour à tour, ses yeux brillants d'émotion. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une famille comme vous. Merci, du fond du cœur. Alors que la nuit tombait sur la maison normande, nous nous sommes tous assis autour de la table de la cuisine, partageant un repas improvisé. L'atmosphère était détendue, presque joyeuse, un contraste saisissant avec la tension qui régnait quelques heures plus tôt. François, entre deux bouchées, commença à élaborer un plan d'action pour le lendemain. Je vais appeler la banque dès l'ouverture. Avec ces documents, nous avons un argument solide. Je pense que nous pouvons non seulement obtenir la réduction de la dette, mais peut-être même négocier un échéancier de remboursement plus favorable. Claire acquiesça, son esprit pratique prenant le dessus. Il faudra aussi voir si nous pouvons trouver d'autres moyens d'alléger la charge financière. Peut-être en vendant certains biens non essentiels ou en explorant d'autres sources de revenus. Je regardais Marcel, qui écoutait attentivement ses enfants. Il semblait plus léger, comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Mais je pouvais encore voir une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Marcel, dis-je doucement, vous n'êtes plus seul dans cette épreuve. Nous sommes tous là pour vous soutenir, quoi qu'il arrive. Le vieil homme me sourit, la gratitude se lisant sur son visage. Je sais, Pierre. Et je ne pourrai jamais assez vous remercier, tous autant que vous êtes. Alors que la soirée avançait, nous avons continué à discuter, à planifier, à nous reconnecter. Les blessures du passé n'étaient pas complètement guéries, mais un nouveau sentiment d'unité et de détermination nous animait tous. En me couchant ce soir-là, dans la chambre que j'avais occupée pendant des mois, je ne pus m'empêcher de penser à quel point la vie pouvait être imprévisible. Ce qui avait commencé comme une simple visite s'était transformé en une révélation qui allait changer le cours de nos vies. Je savais que les jours à venir seraient difficiles. Il y aurait des négociations tendues, des décisions difficiles à prendre. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous avancions dans la bonne direction. Ensemble, en tant que famille. Le lendemain matin, je fus réveillée par les premiers rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux de ma chambre. Pendant un instant, je me sentis désorientée, puis les événements de la veille me revinrent en mémoire. La découverte des documents, l'espoir retrouvé, les excuses et les réconciliations. Tout cela semblait presque irréel à la lumière du jour naissant. Je me levai et m'habillai rapidement, impatient de rejoindre les autres et de commencer à mettre en œuvre notre plan. Lorsque j'arrivai dans la cuisine, je fus surpris de constater que j'étais le dernier debout. Marcel, Claire et François étaient déjà attablés, des tasses de café fumant devant eux, discutant à voix basse. « Bonjour, dis-je en entrant dans la pièce. Vous êtes bien matinaux. » Marcel leva les yeux vers moi, un faible sourire aux lèvres. « Bonjour, Pierre. Nous n'avons pas beaucoup dormi, à vrai dire. Il y a tant à faire. » Je m'assis à table, acceptant avec gratitude la tasse de café que Claire me tendait.
François, qui avait l'air plus sérieux que jamais, prit la parole. J'ai déjà essayé d'appeler la banque, dit-il, mais ils n'ouvrent qu'à 9 heures. J'ai laissé un message pour demander un rendez-vous urgent. Claire hocha la tête. C'est un bon début. Que fait-on en attendant? Nous devrions revoir tous les documents, suggérai-je. S'assurer que nous n'avons rien manqué et préparer nos arguments. Nous passâmes les heures suivantes à éplucher chaque page, chaque clause des contrats. François, avec son expertise financière, nous guidait à travers le jargon juridique et les termes complexes. Marcel, de temps en temps, ajoutait des détails sur le contexte de l'époque, se souvenant peu à peu de circonstances qu'il avait oubliées. Vers 9h30, le téléphone sonna. Nous nous figeâmes tous, regardant l'appareil comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. François prit une profonde inspiration et décrocha. La conversation fut brève et tendue. François insista sur l'urgence de la situation, mentionnant les documents que nous avions trouvés sans entrer dans les détails. Finalement, il raccrocha avec un soupir. Il nous donne rendez-vous cet après-midi, à 14h, annonça-t-il. Ils n'avaient pas l'air ravis, mais ils ont accepté de nous recevoir. Un mélange de soulagement et d'appréhension envahit la pièce. Nous avions obtenu une chance de plaider notre cause, mais tout allait se jouer dans les prochaines heures. Papa, dit Claire doucement, tu devrais te reposer un peu avant le rendez-vous. Tu as l'air épuisé. Marcel secoua la tête. Non, je veux être pleinement préparé. C'est mon problème, je dois y faire face. Je posai une main sur son épaule. Marcel, Claire a raison. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour affronter la banque. Reposez-vous, nous allons continuer à tout préparer. Après quelques protestations, Marcel finit par accepter et se retira dans sa chambre. Dès qu'il fut parti, François se tourna vers nous, l'air grave. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, commença-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La situation est encore plus compliquée que ce que papa pense. Claire et moi échangeâmes un regard inquiet. Que veux-tu dire, demanda Claire. François passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait son stress. La banque, ils ont déjà entamé une procédure de saisie de la maison. Si nous ne trouvons pas une solution aujourd'hui, papa pourrait perdre sa maison dans les semaines à venir. Cette révélation nous frappa comme un coup de poing. La maison de Marcel et Élise, celle où Claire et François avaient grandi, celle où j'avais passé des mois à prendre soin de Marcel, tout cela pourrait disparaître? Pourquoi ne nous as-tu rien dit, demandai-je, sentant la colère monter en moi. François baissa les yeux. Je ne voulais pas inquiéter papa plus qu'il ne l'était déjà. J'espérais pouvoir régler ça avant que ça n'aille trop loin. Claire, toujours pragmatique, intervint. Ce qui est fait est fait. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la façon de sauver la maison. François, avec la clause que nous avons trouvée hier, penses-tu que nous avons une chance? François hocha lentement la tête. C'est notre meilleur espoir. Si nous pouvons prouver que la banque a ignoré cette clause, nous pourrions non seulement réduire la dette, mais aussi annuler la procédure de saisie. Les heures qui suivirent furent intenses. Nous avons préparé nos arguments, répété notre présentation, anticipé toutes les objections possibles de la banque. Claire s'est occupée de rassembler tous les documents nécessaires, tandis que François et moi affinions notre stratégie. À midi, Marcel émergea de sa chambre, l'air un peu plus reposé mais toujours inquiet. Nous avons partagé un repas léger, personne n'ayant vraiment d'appétit. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation et d'anxiété. Et si ça ne marche pas, demanda soudainement Marcel, brisant le silence qui s'était installé. Si je perds la maison, où irai-je? Claire prit la main de son père. Ne pense pas à ça, papa. Nous allons trouver une solution. Et quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Tu pourras toujours venir vivre avec nous. Je hochai la tête en signe d'accord. Claire a raison, Marcel. Vous aurez toujours un toit au-dessus de votre tête, je vous le promets. Ces mots semblèrent apaiser un peu Marcel, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Cette maison représentait bien plus qu'un simple bien immobilier pour lui. C'était une vie de souvenirs, le dernier lien tangible avec Élise. À 13h30, nous sommes montés dans la voiture de François pour nous rendre à la banque.
Le trajet se fit dans un silence tendu, chacun plongé dans ses pensées. Je regardais défiler le paysage normand par la fenêtre, me demandant comment nous en étions arrivés là. Lorsque nous sommes arrivés devant l'imposant bâtiment de la banque, François se gara et se tourna vers nous. « Rappelez-vous, quoi qu'il arrive là-dedans, nous restons calmes et professionnels. Nous avons des arguments solides, nous devons juste les présenter de manière convaincante. » Nous sommes entrés dans le hall de la banque, Marcel s'appuyant légèrement sur mon bras. Une réceptionniste nous accueillit et nous conduisit dans une salle de réunion au premier étage. Là, nous attendait un homme d'une 50aine d'années, l'air sévère, accompagné d'une jeune femme qui semblait être son assistante. « Monsieur Dubois, dit l'homme en se levant pour serrer la main de Marcel. Je suis Monsieur Lefort, directeur des prêts. Voici Mademoiselle Dupont, notre conseillère juridique. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez discuter de votre dossier. » Marcel hocha la tête, l'air soudain très petit face à cet homme imposant. « Oui, c'est exact. Nous avons découvert certains éléments qui pourraient changer la situation. » Monsieur Lefort haussa un sourcil. « Vraiment ? Et quels sont ces éléments ? » François prit alors la parole, sa voix calme et assurée. « Monsieur Lefort, en examinant le contrat de prêt original, nous avons découvert une clause qui n'a pas été prise en compte dans vos réclamations récentes. » Il sortit les documents de sa serviette et les posa sur la table. Monsieur Lefort les examina, son visage ne trahissant aucune émotion. « Je vois, dit-il finalement. Et vous pensez que cette clause change quelque chose à la situation actuelle ? » « Nous en sommes convaincus, répondit François. Selon cette clause, la dette de mon père devrait être réduite de moitié, étant donné que l'entreprise pour laquelle il avait contracté le prêt a fait faillite dans les 10 ans suivant la signature. Mademoiselle Dupont, qui avait écouté attentivement, prit la parole. C'est une interprétation intéressante, mais je crains que cela ne change pas grand-chose à la situation actuelle. La dette reste conséquente, même réduite de moitié. Je sentis mon cœur se serrer. Était-ce tout ? Allions-nous échouer si près du but ? C'est alors que Claire, qui était restée silencieuse jusque-là, intervint. Peut-être, mais cela change tout concernant la procédure de saisie que vous avez engagée. Monsieur Lefort se raidit visiblement. Comment êtes-vous au courant de cela ? Peu importe, répondit Claire d'une voix ferme. Ce qui compte, c'est que si vous avez ignoré cette clause dans vos calculs, toute la procédure est basée sur des chiffres erronés. Ce qui la rend, je suppose, contestable d'un point de vue légal. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Monsieur Lefort et Mademoiselle Dupont échangèrent un regard, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, reprit François, nous ne sommes pas ici pour créer des problèmes. Nous voulons simplement trouver une solution équitable pour toutes les parties. Mon père est prêt à rembourser sa dette, mais il a besoin d'un peu de temps et de compréhension. » Monsieur Lefort soupira profondément. « Je comprends votre position. Cependant, vous devez comprendre que nous avons des procédures à suivre, des règles à respecter. » C'est à ce moment-là que Marcel, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. Sa voix était faible, mais déterminée. « Monsieur Lefort, dit-il, cette maison, ce n'est pas juste un bien immobilier pour moi. C'est toute ma vie. C'est là que j'ai élevé mes enfants, c'est là que j'ai passé les derniers moments avec ma femme. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour la garder. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. » L'émotion dans la voix de Marcel était palpable, et je vis quelque chose changer dans les yeux de Monsieur Lefort. Pendant un instant, le banquier laissa place à l'homme. « Très bien, dit-il finalement. Voici ce que je vous propose. Nous allons suspendre la procédure de saisie pour le moment. Nous allons réexaminer le dossier à la lumière de cette clause que vous avez trouvée. Si tout est en ordre, nous recalculerons la dette et mettrons en place un nouveau plan de remboursement adapté à votre situation. » Le soulagement qui envahit la pièce était presque palpable. Marcel avait les larmes aux yeux, Claire serrait la main de son père, et François laissa échapper un long soupir. « Merci, Monsieur Lefort, dit Marcel. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour moi. » Alors que nous quittions la banque, l'espoir que nous avions perdu ces derniers mois semblait enfin renaître. Nous savions que le chemin serait encore long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait un peu moins sombre. Dans la voiture,
sur le chemin du retour, un silence confortable s'était installé. Chacun de nous réfléchissait à ce qui venait de se passer, à ce que cela signifiait pour l'avenir. Marcel, assis à côté de moi à l'arrière, prit soudain ma main dans la sienne. « Merci, Pierre, dit-il doucement. Pour tout. Je n'aurais jamais pu traverser tout cela sans toi, sans vous tous. » Je serrai sa main en retour, ému par sa gratitude. C'est ce que fait une famille, Marcel. Nous sommes là les uns pour les autres, dans les bons comme dans les mauvais moments. En regardant par la fenêtre, je vis que nous approchions de la maison. Cette maison qui, quelques heures plus tôt, semblait sur le point d'être perdue. Maintenant, elle représentait un nouveau départ, une chance de reconstruire non seulement les finances de Marcel, mais aussi nos relations familiales. Les semaines qui suivirent notre rencontre à la banque furent un tourbillon d'activités. Nous attendions tous avec impatience la décision finale concernant la dette de Marcel et le nouveau plan de remboursement. L'incertitude planait toujours, mais un sentiment d'espoir avait remplacé la peur qui nous habitait auparavant. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner dans la cuisine de Marcel, le téléphone sonna. Le cœur battant, je vis Marcel décrocher, son visage passant de l'appréhension à un mélange de soulagement et d'incrédulité. « C'était la banque », annonça-t-il après avoir raccroché, sa voix tremblante d'émotion. « Ils ont accepté de réduire la dette de moitié, comme le stipulait la clause. Et ils proposent un plan de remboursement sur 10 ans, avec des mensualités que je peux gérer avec ma retraite. » Claire, qui était descendue en entendant le téléphone, se précipita pour serrer son père dans ses bras. « Oh, papa, c'est merveilleux !» Je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Nous avions réussi. La maison était sauvée, et Marcel avait une chance de se remettre financièrement. François arriva peu après, ayant été prévenu par Claire. Son visage habituellement sérieux s'illumina d'un large sourire quand il apprit la nouvelle. « C'est un nouveau départ pour toi, papa, dit-il en serrant la main de Marcel. Et cette fois, nous serons tous là pour t'aider. » Nous avons célébré cette victoire autour d'un déjeuner improvisé, riant et parlant avec une légèreté que nous n'avions pas ressentie depuis longtemps. Mais au milieu de cette joie, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'avenir. Que se passerait-il maintenant ? Comment allions-nous nous assurer que Marcel puisse faire face à ses paiements mensuels ? Ce fut Claire qui aborda le sujet en premier. « Papa, dit-elle doucement, nous devons parler de la façon dont nous allons gérer tout ça à long terme. » Marcel hocha la tête, son expression redevenant sérieuse. « Je sais. Je ne peux pas continuer comme avant, à ignorer mes problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent insurmontables. Nous pourrions mettre en place un système pour t'aider à gérer tes finances, suggéra François. Je pourrais venir régulièrement pour vérifier que tout est en ordre. » Je vis une lueur d'inquiétude passer dans les yeux de Marcel. Je savais qu'il craignait de perdre son indépendance, de devenir un fardeau pour ses enfants. « Et si nous trouvions un moyen d'augmenter tes revenus, proposai-je. La maison est grande, et le jardin est magnifique. Peut-être pourrions-nous envisager de louer une partie de la propriété ? » L'idée sembla intriguer tout le monde. Marcel, en particulier, parut s'animer à cette suggestion. « Tu sais, dit-il, pensif, j'ai toujours rêvé de transformer la vieille grange en gîte. Élise et moi en parlions souvent, mais nous n'avons jamais eu le temps ou les moyens de le faire. » Claire sourit. « C'est une excellente idée, papa. Ça pourrait générer un revenu supplémentaire et t'occuper. Tu as toujours aimé bricoler. » François, toujours pragmatique, tempéra notre enthousiasme. « C'est une bonne idée, mais ça demanderait un investissement initial. Nous devrions faire un plan détaillé, calculer les coûts et les revenus potentiels. » Nous avons passé le reste de la journée à discuter de ce projet, à faire des plans et des calculs. L'idée de transformer la vieille grange en un charmant gîte normand prenait forme dans nos esprits. Marcel semblait rajeunir à vue d'œil, son visage s'illuminant alors qu'il partageait ses idées sur la décoration et l'aménagement. Le soir venu, alors que Claire et François étaient repartis chez eux, je me suis retrouvée seule avec Marcel sur la terrasse, contemplant le jardin baigné par la lumière du crépuscule. « Pierre, dit-il soudain, sa voix pleine d'émotion, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Sans toi, j'aurais probablement perdu cette maison, et bien plus encore. » Je posai ma main sur son épaule. « Vous n'avez pas à me remercier, Marcel.
C'est ce que fait une famille. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Tu sais, quand Élise est partie, j'ai cru que ma vie était finie. Je me suis enfermée dans ma douleur, repoussant tout le monde. Mais toi, tu es resté. Tu m'as forcé à continuer à vivre. Je sentis ma gorge se nouer. Marcel, vous êtes plus qu'un beau-père pour moi. Vous êtes le père que je n'ai jamais eu. Nous sommes restés ainsi un moment, dans un silence confortable, regardant le soleil disparaître derrière les arbres. Je savais que les défis à venir seraient nombreux, mais j'étais prêt à les affronter aux côtés de cette famille qui était devenue la mienne. Les jours suivants furent consacrés à la planification du projet de gîte. François mit à profit ses compétences en finance pour établir un business plan détaillé. Claire, avec son œil pour la décoration, commença à esquisser des idées pour l'intérieur du gîte. Quant à moi, je me plongeais dans les aspects pratiques de la rénovation, consultant des artisans locaux et obtenant des devis. Marcel, quant à lui, semblait revivre. Chaque jour, il passait des heures dans la vieille grange, nettoyant, organisant, faisant des plans. Je le voyais retrouver l'énergie et l'enthousiasme qui lui avaient tant manqué ces derniers mois. Un soir, alors que nous examinions les plans de rénovation étalés sur la table de la salle à manger, Marcel nous surprit tous. « J'ai pensé à quelque chose, dit-il, une lueur de malice dans les yeux. Et si nous ne nous contentions pas d'un seul gîte ? La propriété est assez grande pour en accueillir plusieurs. » Nous nous sommes tous regardés, surpris par cette suggestion audacieuse. « Papa, dit François, hésitant, c'est une idée intéressante, mais ça représenterait un investissement beaucoup plus important. Es-tu sûr de vouloir prendre ce risque ? » Marcel hocha vigoureusement la tête. J'ai passé trop d'années à avoir peur, à me cacher derrière mes problèmes. Maintenant, je veux aller de l'avant, créer quelque chose dont je pourrais être fier, quelque chose à vous léguer. Je ne pus m'empêcher de sourire face à cette détermination. Je pense que c'est une excellente idée, Marcel. Avec plusieurs gîtes, nous pourrions créer une véritable petite entreprise familiale. Claire acquiesça. Oui, et ça pourrait devenir une attraction locale. Nous pourrions même organiser des événements, des ateliers de cuisine normande, des dégustations de cidre. L'enthousiasme était contagieux. Bientôt, nous nous sommes tous mis à échafauder des plans, à imaginer ce que pourrait devenir cette propriété. La vision d'un petit hameau de gîte charmant, niché dans la campagne normande, prenait forme dans nos esprits. Bien sûr, la réalité nous rattrapa rapidement. Le projet était ambitieux et nécessiterait beaucoup de travail et d'investissement. Mais nous étions déterminés à le mener à bien. Les semaines qui suivirent furent intenses. Nous avons multiplié les réunions avec des architectes, des entrepreneurs, des experts en tourisme rural. François passa des heures à peaufiner le business plan, cherchant des options de financement. Claire mit à profit ses contacts dans le monde du design pour trouver des solutions créatives et économiques pour la décoration. Quant à moi, je me suis retrouvée à jongler entre mon travail à Paris et mes week-ends en Normandie, supervisant les premiers travaux de rénovation. C'était épuisant, mais aussi incroyablement gratifiant de voir le projet prendre forme peu à peu. Marcel, malgré son âge, était infatigable. Il était sur le chantier chaque jour, discutant avec les ouvriers, apportant son expérience et ses idées. Je le voyais s'épanouir, retrouver une raison d'être. Un samedi soir, alors que nous prenions un verre sur la terrasse après une longue journée de travail, Marcel nous fit une confidence. « Vous savez, dit-il, regardant le soleil se coucher sur le chantier, je crois que c'est la première fois depuis la mort d'Élise que je me sens vraiment vivant. Ce projet, c'est comme si elle était là avec nous, nous encourageant. » Claire prit la main de son père, les larmes aux yeux. « Elle serait si fière de toi, papa. De nous tous. » François, d'habitude si réservé, ajouta, « Tu sais, papa, je regrette de ne pas avoir été plus présent ces dernières années. Mais ce projet, c'est une chance pour nous tous de nous rapprocher, de créer quelque chose ensemble. » Je sentis mon cœur se gonfler de fierté et d'amour pour cette famille qui m'avait accueilli. Nous avions traversé des moments difficiles, des malentendus, des conflits. Mais au final, nous nous étions retrouvés, plus forts et plus unis que jamais. Le projet avançait bien, mais il y eut aussi des moments de doute et de découragement. Les coûts s'avéraient plus élevés que prévu,
les délais s'allongeaient. Il y eut des nuits où je me réveillais en sueur, me demandant si nous n'avions pas vu trop grand, si nous n'étions pas en train de nous lancer dans une aventure qui nous dépassait. Mais chaque fois que le doute m'assaillait, je repensais au visage de Marcel, à la joie et à la détermination que je voyais dans ses yeux chaque jour. Je me souvenais de l'homme brisé que j'avais trouvé après la mort d'Élise, et je voyais l'homme qu'il était devenu, plein de projets et d'espoir. Un jour, alors que nous faisions une pause sur le chantier, Marcel me prit à part. « Pierre, dit-il, sa voix tremblant légèrement, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, quand Élise est partie, j'ai cru que ma vie était finie. Je me suis enfermée dans ma douleur, j'ai repoussé tout le monde. Mais toi, tu es resté. Tu m'as forcé à continuer à vivre. Et maintenant, avec ce projet, c'est comme si tu m'avais donné une seconde chance. » Je sentis ma gorge se nouer. « Marcel, vous n'avez pas à me remercier. Vous êtes ma famille maintenant. » Il secoua la tête, les yeux brillants. « Non, tu ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que, je voudrais que tu sois plus qu'un gendre pour moi. Je voudrais que tu sois officiellement mon fils. » Je le regardai, stupéfait. « Marcel, je ne sais pas quoi dire. » Il sourit, un sourire plein de chaleur et d'affection. « Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu saches que c'est comme ça que je te vois. Comme mon fils. » Nous nous sommes étreints, les larmes aux yeux, au milieu du chantier poussiéreux. À ce moment-là, je sus que quoi qu'il arrive, quels que soient les défis qui nous attendaient, nous les affronterions ensemble, en famille. Les mois passèrent, et peu à peu, notre rêve prit forme. La vieille grange se transforma en un charmant gîte, puis un deuxième vit le jour, puis un troisième. Le jardin d'Élise, que j'avais entretenu avec tant de soin, devint le cœur de notre petit hameau, un havre de paix pour nos futurs visiteurs. Le jour de l'inauguration arriva enfin. Nous avions invité tout le village, des journalistes locaux, des représentants de l'office de tourisme. Marcel, debout devant l'entrée du premier gîte, prononça un discours émouvant, remerciant tous ceux qui avaient contribué à réaliser ce rêve. Alors que je regardais autour de moi, voyant les visages souriants de Claire et François, les yeux brillants de fierté de Marcel, je réalisais à quel point notre vie avait changé. Ce qui avait commencé comme une période de deuil et de difficulté s'était transformé en une aventure extraordinaire, une renaissance pour nous tous. Je savais que le chemin ne serait pas toujours facile. Il y aurait des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais je savais aussi que nous étions prêts à les affronter, ensemble, en tant que famille. Les mois qui suivirent l'inauguration de nos gîtes furent une période d'adaptation intense. Notre petite entreprise familiale commençait à prendre son envol, mais ce n'était pas sans défi. Chaque jour apportait son lot de surprises, bonnes et mauvaises, et nous devions constamment nous adapter et apprendre. Un matin d'automne, alors que je prenais mon café sur la terrasse, observant les feuilles dorées tomber doucement dans le jardin, François arriva, l'air préoccupé. « Pierre, dit-il en s'asseyant à côté de moi, nous avons un problème. » Je sentis mon cœur se serrer. Après tout ce que nous avions traversé, j'espérais que nous en avions fini avec les problèmes. « Qu'est-ce qui se passe ?» François sortit une liasse de papier de sa sacoche. J'ai examiné les comptes du dernier trimestre. Nos revenus sont en baisse, et nos dépenses ont augmenté. Si ça continue comme ça, nous aurons du mal à rembourser le prêt que nous avons contracté pour les rénovations. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. D'accord, examinons ça en détail. Quelle est la cause principale de cette baisse de revenus ? François feuilleta ses documents. C'est une combinaison de facteurs. Nous avons eu moins de réservations que prévu pour la saison d'automne. Et puis, il y a eu ces réparations imprévues sur le toit du deuxième gîte. Nous avons passé les heures suivantes à éplucher les comptes, cherchant des moyens de réduire nos coûts et d'augmenter nos revenus. Claire nous rejoignit plus tard, apportant son expertise en marketing. Nous devrions peut-être revoir notre stratégie de communication, suggéra-t-elle. Mettre l'accent sur les activités d'automne et d'hiver dans la région. Les balades en forêt, les dégustations de cidre, les marchés de Noël. Pendant que nous discutions, je ne pouvais m'empêcher de penser à Marcel. Comment allions-nous lui annoncer ces difficultés ? Après tout ce qu'il avait traversé, je craignais que cette nouvelle ne le décourage profondément.
Comme s'il avait lu dans mes pensées, Marcel apparut sur la terrasse, un grand sourire aux lèvres. Ah, vous êtes tous là. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons échangé des regards inquiets. Ce n'était vraiment pas le moment pour de mauvaises surprises supplémentaires. J'ai eu une idée pour attirer plus de clients pendant la saison creuse, poursuivit Marcel, sans remarquer notre appréhension. Que diriez-vous si nous organisions des ateliers de cuisine normande? Je pourrais enseigner aux gens à faire de la tarte tatin, du camembert au four, de la soupe au cidre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nous étions tous stupéfaits par cette proposition inattendue. Ce fut Claire qui réagit la première. Papa, c'est une idée brillante, s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'excitation. François et moi nous sommes regardés, un sourire se dessinant lentement sur nos visages. C'était exactement le genre d'initiative dont nous avions besoin pour relancer notre activité. Marcel, vous êtes un génie, dis-je en me levant pour lui serrer la main. C'est exactement ce qu'il nous faut pour nous démarquer de la concurrence. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ces ateliers de cuisine. Claire s'est occupée de la communication, créant des brochures alléchantes et contactant des blogs de voyage pour faire parler de notre nouvelle offre. François a calculé les coûts et fixé les tarifs, s'assurant que cette nouvelle activité serait rentable. Quant à moi, je me suis retrouvée à aider Marcel à préparer ses cours. Nous avons passé de longues soirées dans la cuisine, testant des recettes, ajustant les proportions, discutant de la meilleure façon d'expliquer les techniques culinaires à des novices. Ces moments passés avec Marcel étaient précieux. Je le voyais s'épanouir dans ce nouveau rôle de professeur, partageant avec passion ses connaissances sur la cuisine normande. Il me racontait des anecdotes sur les plats qu'Élise et lui préparaient ensemble, sur les traditions culinaires de sa famille. Un soir, alors que nous dégustions une tarte tatin tout juste sortie du four, Marcel me confia « Tu sais, Pierre, je n'aurais jamais cru dire ça il y a 1 an, mais je suis heureux. Vraiment heureux. Cette maison est de nouveau pleine de vie, de rire, d'odeur de cuisine. C'est comme si Élise était encore un peu là, avec nous. » Je sentis ma gorge se nouer d'émotion. Elle serait tellement fière de vous, Marcel. De tout ce que vous avez accompli. Il hocha la tête, les yeux brillants. Et de toi aussi, mon garçon. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Le premier atelier de cuisine fut un véritable succès. Nous avions un groupe de 10 personnes, venues de toute la France pour apprendre les secrets de la cuisine normande. Marcel était dans son élément, expliquant avec patience et humour les subtilités de la préparation d'un véritable camembert au four. Je me tenais en retrait, observant la scène avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Voir Marcel ainsi, entouré de gens suspendus à ses lèvres, riant à ses blagues, applaudissant ses démonstrations, c'était comme si des années s'étaient effacées de son visage. À la fin de la journée, alors que les participants repartaient, les bras chargés de leur création culinaire, l'un d'eux s'approcha de moi. « Monsieur, me dit-il avec enthousiasme, c'était une expérience merveilleuse. Votre père est un excellent professeur. Vous devez être fier de lui. » Je fus pris de court par cette remarque. Oh, en fait, Je m'arrêtai, réalisant soudain que nier n'avait aucun sens. Marcel était devenu mon père, dans tous les sens qui comptaient vraiment. Oui, dis-je finalement, un sourire aux lèvres. Oui, je suis très fier de lui. Les ateliers de cuisine devinrent rapidement notre activité phare. Les réservations affluaient, et bientôt, nous avions une liste d'attente de plusieurs mois. Notre petite entreprise familiale commençait à se faire un nom dans la région. Mais ce succès apportait aussi son lot de défis. Nous devions gérer une charge de travail croissante, tout en veillant à ne pas épuiser Marcel. François suggéra d'embaucher du personnel supplémentaire, ce qui souleva de nouvelles questions. Comment financer ces embauches? Comment former ces nouvelles recrues pour qu'elles s'intègrent à notre vision familiale? Un soir, alors que nous discutions de ces questions autour de la table du dîner, Claire eut une idée. Et si nous proposions à certains de nos clients réguliers de devenir des sortes d'ambassadeurs, suggéra-t-elle. Ils pourraient nous aider pour les ateliers, en échange d'un séjour gratuit ou d'une réduction sur leurs prochaines vacances chez nous. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme.
Non seulement cela nous permettrait de gérer la charge de travail croissante, mais cela renforcerait aussi les liens avec nos clients fidèles. Au fil des mois, notre petite entreprise continua de croître et d'évoluer. Nous avons ajouté de nouvelles activités à notre offre, des balades guidées dans la campagne normande, des ateliers de fabrication de cidre, des soirées de contes et légendes locales. Chaque nouvelle idée semblait renforcer les liens au sein de notre famille. Nous travaillions dur, mais nous le faisions ensemble, unis par un objectif commun. Un jour, alors que je travaillais dans le jardin, je vis Marcel s'approcher, une enveloppe à la main. « Pierre, dit-il, l'air solennel, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Je me redressai, inquiet par son ton sérieux. « Qu'est-ce qui se passe, Marcel ?» Il me tendit l'enveloppe. « J'ai été voir mon avocat la semaine dernière. J'ai fait modifier mon testament. » Je pris l'enveloppe d'une main tremblante, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. « J'ai décidé de te léguer une part égale de la propriété, au même titre que Claire et François, poursuivit Marcel. Tu es mon fils, Pierre. Pas par le sang, mais par le cœur. Et je veux que ce soit officiel. » Je restai sans voix, submergé par l'émotion. Marcel, je ne sais pas quoi dire. Il me prit dans ses bras, me serrant fort contre lui. Tu n'as rien à dire, mon garçon. Tu as déjà tout dit par tes actes, par ta présence à mes côtés dans les moments difficiles. Ce moment marqua un tournant dans notre relation. Ce n'était plus simplement une question de beau-père et de gendre. Nous étions véritablement devenus père et fils. Les mois passèrent, et notre entreprise familiale continua de prospérer. Nous avions des hauts et des bas, bien sûr, mais nous les affrontions ensemble, en famille. Un soir d'été, alors que nous étions tous réunis sur la terrasse, savourant un dîner préparé avec les légumes de notre jardin, je regardais autour de moi. Claire et François discutaient avec animation d'un nouveau projet marketing. Marcel écoutait, un sourire bienveillant aux lèvres, ajoutant de temps en temps un commentaire plein de sagesse. Je réalisais alors à quel point notre vie avait changé. Ce qui avait commencé comme une période de deuil et de difficulté s'était transformé en une aventure extraordinaire. Nous avions créé quelque chose de beau, non seulement une entreprise prospère, mais aussi une famille plus unie que jamais. Marcel croisa mon regard et me fit un clin d'œil complice. Je sus à ce moment-là que quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble, forts de l'amour et du respect que nous avions les uns pour les autres. Cette maison, qui avait failli être perdue, était devenue bien plus qu'un simple bien immobilier. Elle était le cœur battant de notre famille, le témoignage vivant de notre résilience et de notre capacité à nous réinventer. Alors que le soleil se couchait sur la campagne normande, baignant notre terrasse d'une douce lumière dorée, je levai mon verre. « À notre famille, dis-je simplement. »« À notre famille, répétèrent-ils en chœur, leurs visages illuminés par des sourires chaleureux. Et dans ce moment parfait, je sus que j'étais exactement là où je devais être, entouré des personnes que j'aimais le plus au monde, prêt à affronter tous les défis que la vie pourrait nous réserver. Les années passèrent, et notre petite entreprise familiale devint une véritable institution dans la région. Nos gîtes étaient constamment réservés, nos ateliers de cuisine affichaient complets des mois à l'avance, et nous avions même commencé à organiser des festivals saisonniers qui attiraient des visiteurs de toute la France. Mais au-delà du succès commercial, c'est l'évolution de notre famille qui me frappait le plus. Le processus de réconciliation et de reconstruction que nous avions entamé il y a des années avait porté ses fruits d'une manière que je n'aurais jamais osé imaginer. Marcel, malgré son âge avancé, restait le cœur et l'âme de notre entreprise. Ses cours de cuisine étaient toujours les plus populaires, et il avait pris l'habitude de raconter l'histoire de notre famille à nos clients, une histoire de résilience et d'amour qui ne manquait jamais de les émouvoir. Un jour, alors que nous prenions notre café du matin sur la terrasse, Marcel me fit une confidence. « Tu sais, Pierre, dit-il, son regard perdu dans le lointain, quand Élise est partie, j'ai cru que ma vie était finie. Je pensais que je n'avais plus rien à offrir au monde. Mais grâce à toi, grâce à cette famille que nous avons construite ensemble, j'ai découvert que j'avais encore beaucoup à donner. » Je sentis ma gorge se nouer d'émotion. « C'est vous qui nous avez tout donné, Marcel. Votre force, votre sagesse, votre amour. » Il secoua doucement la tête. « Non, mon garçon. C'est toi qui as tout déclenché.
Tu es resté quand tout le monde partait. Tu as cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. Et regarde ce que nous avons accompli ensemble. Je regardais autour de moi, contemplant le jardin en fleurs, les gîtes remplis de vie, la cuisine d'où s'échappaient les rires des participants à l'atelier du jour. Tout cela semblait presque irréel, comme un rêve devenu réalité. Je suis fier de vous, Marcel, dis-je finalement. Fier de ce que nous avons construit, fier d'être votre fils. Il me serra la main, ses yeux brillants de larmes contenues. Et moi, je suis fier d'être ton père, Pierre. Plus fier que je ne pourrais jamais l'exprimer. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire, symbole de tout le chemin que nous avions parcouru ensemble. Les mois qui suivirent furent une période de réflexion et de planification pour l'avenir. Claire et François, qui avaient pris une part de plus en plus active dans la gestion de l'entreprise, commencèrent à parler de l'expansion de notre activité. Nous pourrions ouvrir d'autres gîtes dans la région, suggéra François lors d'une réunion familiale. Il y a une demande croissante pour ce type d'expérience authentique que nous offrons. Claire acquiesça avec enthousiasme. Oui, et nous pourrions aussi développer notre ligne de produits artisanaux. Les confitures de Marcel ont déjà un succès fou auprès de nos clients. J'écoutais leurs idées avec un mélange de fierté et d'appréhension. Notre petite entreprise familiale était sur le point de devenir quelque chose de plus grand, de plus ambitieux. C'était excitant, mais aussi un peu effrayant. Marcel, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Mes enfants, dit-il doucement, je suis fier de voir à quel point vous avez grandi, à quel point vous êtes devenus des entrepreneurs talentueux. Mais n'oubliez jamais pourquoi nous avons commencé tout cela. Ce n'était pas pour devenir riche ou célèbre. C'était pour créer quelque chose ensemble, pour partager notre amour de cette terre et de ses traditions avec les autres. » Ces paroles nous ramenèrent à l'essentiel. Quelle que soit la direction que prendrait notre entreprise, nous devions rester fidèles à nos valeurs, à l'esprit familial qui avait été le fondement de notre succès. Dans les semaines qui suivirent, nous avons travaillé ensemble pour élaborer un plan de croissance qui respecterait notre vision originale. Nous avons décidé de nous concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, d'étendre notre offre de manière réfléchie et durable. Un soir, alors que nous célébrions l'anniversaire de Marcel, entouré de notre famille élargie et de nos amis les plus proches, je pris un moment pour observer la scène autour de moi. Marcel, assis au bout de la table, rayonnait de bonheur, entouré de ses enfants et petits-enfants. Claire et François, côte à côte, discutaient avec animation de leurs projets futurs. Et moi, j'étais là, au cœur de cette famille que le destin m'avait offerte. Je repensais à ce jour lointain où j'avais pris la décision de rester auprès de Marcel après le décès d'Élise. À l'époque, je n'aurais jamais pu imaginer où ce choix nous mènerait. Les défis que nous avions affrontés, les obstacles que nous avions surmontés, les joies que nous avions partagées, tout cela avait forgé des liens plus forts que le sang. Alors que la soirée touchait à sa fin, Marcel me prit à part. « Pierre, dit-il, sa voix empreinte d'émotion, je voulais te dire quelque chose. Tu te souviens du jour où je t'ai demandé de partir ? » Je hochai la tête, me rappelant ce moment douloureux comme si c'était hier. C'était la plus grande erreur de ma vie, poursuivit-il. Mais c'était aussi le début de quelque chose de merveilleux. Car quand tu es revenu, quand tu as choisi de rester malgré tout, tu m'as montré ce qu'était vraiment l'amour familial. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang, mais de choix, d'engagement, de persévérance. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Marcel, vous m'avez donné bien plus que je ne pourrai jamais vous donner. Vous m'avez offert une famille, un foyer, un but dans la vie. Il me serra dans ses bras, et dans cette étreinte, je sentis tout l'amour, toute la gratitude, toute la fierté qu'un père peut ressentir pour son fils. Alors que nous nous séparions, je réalisais que notre histoire n'était pas terminée. Elle continuait à s'écrire chaque jour, dans les petits moments de bonheur partagés, dans les défis que nous relevions ensemble, dans l'amour qui nous unissait. Notre famille, forgée dans l'adversité et renforcée par l'amour, était prête à affronter tout ce que l'avenir pourrait nous réserver. Et quoi qu'il arrive, je savais que nous le ferions ensemble, unis par des liens plus forts que toutes les épreuves.